Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La régression de l'Afrique et du monde arabe face à la mondialisation. Du même auteur. Sous-développement et l'extraversion financière du monde arabe, Publisud, OPU, Alger Paris, 1983. La politique de coopération algéro-française, bilan et perspectives, Publisud OPU, Alger Paris, 1989. L'Algérie et le tiers-monde face à la crise, Tariq, Alger, 1990. L'Algérie au futur, d'Areta Kafa, Alger, 1992. L'Algérie à l'épreuve des réformes économiques, OPU, Alger, 1998. Afrique. L'ère des turbulences, Casbah Editions, Alger, 1990. Jeux d'enfants roman L'Harmattan, Paris, 2001. Le revenant roman L'Harmattan, Paris, 2002. La mondialisation en marche, Enag, Alger, 2004. Agar, roman L'Harmattan, Paris, 2004. Destins éclatés, roman L'Harmattan, Paris, 2004. La politique extérieure de l'Algérie et le nouvel ordre économique mondial, de 1970 à 1978, ANEP, Alger, 2005. Le NEPAD, une chance pour l'Afrique, OPU, Alger, 2005. L'honnête homme, roman L'Harmattan, 2006. L'avenir est ce qu'il y a de pire dans le présent. Gustave Flaubert. Introduction. Le XXe siècle a vu la disparition de toutes les idéologies totalitaires et le triomphe du libéralisme politique et économique. En effet, l'effondrement du bloc socialiste a sonné le glas d'un rival idéologique, d'une part, et la fin de la guerre froide a permis l'émergence d'un monde unipolaire mais dominé par l'hyperpuissance américaine, d'autre part. Les États-Unis et leurs alliés ont généralisé à l'ensemble de la planète la démocratie et l'économie de marché, les deux facettes de la mondialisation. Il est utile aujourd'hui de se pencher à nouveau sur des concepts clés comme la démocratie et la problématique du pouvoir. Ce sont des thèmes récurrents mais toujours d'actualité. Si la démocratie a fait des avancées considérables un peu partout dans le monde, beaucoup de pays continuent à tricher avec elle. De même, dans beaucoup de pays, le pouvoir est recherché davantage pour la puissance et les privilèges qu'il procure que comme un moyen de construire une ambition nationale. Dans tous les cas, il existe des exemples frappants. Or, il est démontré que la démocratie est le meilleur soutien de développement d'un pays. État de droit, démocratie, alternance au pouvoir et développement semblent de plus en plus liés par une trame intime, subtile et avérée. L'histoire du monde confirme le lien qui existe entre tous ces concepts. Il n'y a pas de développement sans l'état de droit et la démocratie. De même que la démocratie n'a un sens que si l'alternance au pouvoir est une réalité. Notre monde moderne éprouve tout ce qui ressemble à une confiscation de ces symboles. La dictature, les présidences à vie, les républiques monarchiques et les monarchies moyenâgeuses deviennent anachroniques, voire insupportables dans un monde qui progresse à une vitesse effrénée. Ces symboles ont fait la force et la puissance du monde développé. Sans eux, il n'aurait jamais atteint les cimes du progrès. Pour rien au monde, il ne renoncerait à eux car ils constituent le moteur et le levain de sa puissance. Aujourd'hui, la ligne de démarcation entre le monde développé et le monde en développement ne passe pas seulement par l'écart économique mais aussi par l'état de droit, la démocratie et l'alternance au pouvoir. Dans les démocraties, le pouvoir est une finalité pour réaliser des ambitions nationales et non un moyen pour s'accaparer des privilèges et exercer le fait du prince. C'est tout le contraire dans un grand nombre de pays en voie de développement, où le pouvoir est exercé avec autoritarisme car il est recherché d'abord pour lui-même, et non comme un moyen de concrétiser les aspirations de la collectivité nationale. État de droit, démocratie, alternance au pouvoir et développement ne tombent jamais en désuétude. Ils sont toujours cruciaux et d'actualité dans un grand nombre de pays. La démocratie de façade masque souvent des dysfonctionnements manifestes de l'État et la nature du pouvoir en place. Les présidences à vie renferment en elles-mêmes les germes de l'instabilité, du désordre, voire même des crises graves remettant en cause l'unité nationale et territoriale. Malheureusement, deux régions du monde, l'Afrique et le monde arabo-musulman se singularisent par l'absence de démocratie,
d'état de droit, d'une part, et un sous-développement chronique, d'autre part. Malgré un potentiel économique et humain avéré, ce sont les deux seules régions au monde en pleine régression. L'Asie et l'Amérique latine progressent grâce à des réformes politiques et économiques pour instaurer la démocratie et l'économie de marché, et sont pleinement insérées dans la mondialisation. Elles sont même devenues des acteurs majeurs de l'économie mondiale. L'Afrique et le monde arabo-musulman sont très loin des standards internationaux et connaissent le sort peu enviable de la marginalisation. Ils subissent la mondialisation, ce qui les rend encore plus fragiles et plus vulnérables aux chocs extérieurs ou aux crises. Ce sont donc les seules régions au monde qui n'ont pas résolu la problématique du pouvoir. Les soubresauts qu'elles connaissent à la faveur des élections montrent que la recherche du pouvoir, ou le maintien des équipes aux commandes, est la seule vision qui caractérise les élites politiques et militaires. L'Algérie est une synthèse de tout cela. Elle se caractérise par un système politique obsolète et une économie atypique, d'où l'intérêt de lui consacrer tout un chapitre. Elle n'est pas consciente qu'elle se trouve à la croisée des chemins. L'illusion produite par l'embellie financière risque de lui être fatale si elle n'envisage pas son avenir dans la démocratie et en dehors des hydrocarbures. Chapitre 1 : La démocratie n'est pas un leurre. Depuis les temps immémoriaux, les peuples se sont toujours battus pour défendre leur liberté, leur dignité et tout simplement leur droit à la vie. Ce sont des concepts innés, qui sont attachés à la personnalité humaine. C'est un héritage génétique qui se transmet de génération en génération, sans être érodé par les vicissitudes de l'histoire. Ce sont des concepts étroitement liés à la civilisation de l'humanité. Nul besoin de trop philosopher. C'est comme cela, un point c'est tout. Cependant, cela n'a pas empêché des penseurs de tous bords de s'interroger ou de les rendre plus explicites. Mais aucun intellectuel ne s'est aventuré à les remettre en cause, ou à démontrer leur inutilité. D'ailleurs, quand la liberté et la dignité humaine sont bafouées, la civilisation recule et cède devant la barbarie. Instinctivement, les peuples, ou tout simplement des citoyens, mettent en jeu leur vie pour les restaurer. Les luttes pour les indépendances nationales et le refus de toute forme d'autoritarisme ou de dictature ont émaillé l'histoire de l'humanité. L'homme est né libre, mais la liberté est indissociable de ta démocratie. Ces concepts font partie des instincts de survie du genre humain. C'est la raison pour laquelle l'homme est prêt à sacrifier sa vie pour les préserver. Des peuples ont accepté de payer un prix incommensurable pour les défendre. C'est, par exemple, le cas de l'Algérie entre 1830 et 1962. Durant plus de 130 ans, des millions de personnes tuées et des destructions matérielles massives constituent le faisceau des sacrifices consentis pour le recouvrement de la liberté et de la dignité. Pour la seule période de la guerre de libération nationale qui a duré 7 ans et demi, entre 1954 et 1962, la facture pavée pour la liberté et la dignité est terrifiante. 1,5 million de morts, 2 millions de personnes déplacées ou poussées à l'exil, 8000 villages détruits, 3 millions d'hectares de forêts brûlées, la plupart du temps au napalm, et enfin, des destructions matérielles représentant autant de handicaps majeurs pour le développement futur du pays. Il faut ajouter à cette liste la systématisation de la torture à tout un peuple. À ce sujet, il faut ouvrir une parenthèse pour affirmer que jamais dans l'histoire de l'humanité, un peuple n'a subi un tel sévice dégradant et inhumain, et ce au XXe siècle. Ce n'est pas par masochisme qu'il accepta de tels sacrifices, car selon le plus vieil adage, la liberté n'a pas de prix. La torture est l'antichambre du génocide. C'est une tentation plus subtile d'y arriver, mais dont la finalité est la même. Torturer pour éliminer toute idée de liberté à un être humain, car en fait, cela revient à cela, c'est aussi une manière de tuer. Les Algériens se sont battus pour la liberté afin d'instaurer un État démocratique, comme le stipule la déclaration de novembre 1954. L'on comprend dès lors pourquoi la liberté est le moteur de l'évolution de la civilisation humaine, et ce, depuis des siècles. Le penseur, l'intellectuel, l'artiste, le créateur de génie, le scientifique, n'auraient pas excellé ou développé leur talent sans ce souffle vital, cette flamme inextinguible et cette force intérieure extraordinaire qui brave tous les risques et les périls qu'est la liberté. La liberté nourrit l'esprit et fortifie les convictions. C'est le supplément d'âme.
La liberté a permis à l'être humain de se développer et de mettre constamment en valeur toutes ses facultés. Que serait l'expression, la pensée et l'action sans la liberté? La liberté est une seconde nature chez l'homme. La liberté est aussi au cœur de toutes les constructions philosophiques, politiques, économiques et culturelles. Elle a toujours suscité de la passion, mais aussi des analyses poussées et affinées au gré des mutations. Elle a enfanté d'autres concepts en osmose avec l'évolution de la société et de l'économie. Il en est ainsi de la démocratie. Y aurait-il eu la démocratie sans la liberté? Une démocratie serait-elle concevable sans un État de droit qui garantit toutes les libertés publiques, politiques et économiques? Peut-on exiger la liberté sans la démocratie, et la démocratie sans un État de droit? La démocratie sans la liberté et l'État de droit ne serait qu'un leurre. On ne peut raisonnablement et rationnellement assurer la liberté sans la démocratie qui repose sur des bases juridiques et politiques, c'est-à-dire un État de droit. Des peuples ont accédé à la liberté, mais dépouillés de la démocratie et de l'État de droit. Dans ce cas précis, que peut bien signifier la liberté si elle est confisquée grâce à des subterfuges politiciens ou par des intérêts strictement de pouvoir? Car si la liberté est innée chez l'homme, la démocratie est surtout une œuvre humaine. Elle est malléable à volonté, par la volonté du politique. Le monde contemporain nous offre une multitude d'exemples concrets. Dans les ex-démocraties populaires, la liberté avait été confisquée et il n'y avait de démocratie que la dictature du prolétariat, c'est-à-dire une idéologie aux antipodes de la démocratie. Lorsque cette idéologie s'effondra, les peuples ont recouvré leur liberté pour s'engager dans la voie de la démocratie. Le paradoxe est offert par la Chine d'aujourd'hui qui veut tenter une difficile synthèse entre le capitalisme conquérant et flamboyant et une confiscation de la liberté. Seule la liberté économique est tolérée et encouragée, et la démocratie. Elle veut offrir l'opulence économique, mais dans l'asservissement d'une idéologie obsolète et surtout antinomique du capitalisme chinois, qui souhaite l'émergence d'une société de prospérité. La Chine est bien installée dans la mondialisation, mais en désertant les espaces infinis de la liberté et de la démocratie. Une alchimie explosive à terme. Combien de temps va durer cette insoutenable contradiction? Avec la récupération de Hong Kong, et peut-être demain, celle de Taïwan, deux bastions du capitalisme et de la démocratie, la Chine sera bien obligée de résoudre cette épineuse équation. Une rupture brutale est prévisible au cas où elle persisterait à faire reculer les échéances fatidiques. La liberté économique, même illimitée, ne peut s'accommoder trop longtemps de l'absence de liberté politique, c'est-à-dire de la démocratie. Pour justifier ces contradictions, et surtout pour rassurer la communauté internationale devenue très pointilleuse en ce qui concerne la lancinante question des droits de l'homme, les dirigeants chinois soutiennent que le pays avance à son rythme, dans la voie de la démocratie. Que le plus important est de satisfaire les immenses besoins sociaux du pays qui représentent le quart de la population mondiale. Ce sont, effectivement, des arguments soutenables. D'ailleurs, la Chine n'a absolument pas réduit Hong Kong à l'idéologie marxiste. L'ancienne colonie britannique a continué à vivre au même rythme. Cela prouve que la Chine est consciente qu'elle ne peut pas intégrer pleinement la mondialisation, sans une ouverture politique à terme. Elle le fera sans subir de pression extérieure. Elle ne peut pas s'ériger en un pays dominé par des capitalistes puissants, prospères et intégrés dans la mondialisation dans un cadre politique et idéologique antinomique. Car ces mêmes capitalistes finiraient par prendre le dessus sur le politique, afin de lui imposer leur propre vision. En outre, la prospérité sociale, générée par le capitalisme, finirait inexorablement par engendrer la démocratie. La démocratie et la prospérité vont de pair. Depuis Adam Smith, l'histoire le montre clairement. L'auteur de la monumentale œuvre sur la richesse des nations a nié à l'État tout rôle en économie, lui demandant simplement de laisser faire, laisser passer. À cette époque, les puissances européennes en général et britanniques en particulier n'étaient pas un modèle de démocratie. La thèse d'Adam Smith a ouvert la voie à la démocratisation plus prononcée des systèmes politiques. En un mot, la liberté sur le plan économique entraîne à terme dans son sillage la démocratie.
Les pays actuellement qualifiés de démocratiques ont emprunté un processus qui a été lent mais qui s'est affiné au fur et à mesure. Des parenthèses peuvent altérer ce processus, à l'instar de l'Allemagne nazie, de l'Italie fasciste ou de l'Espagne sous Franco, mais très vite, elles seront refermées avec le rétablissement de la démocratie. Pourquoi ? Parce que la démocratie est bien ancrée chez ces peuples, et quelles que soient les vicissitudes de l'histoire, aucun pouvoir politique ne peut les asservir indéfiniment. Chez ces peuples, la démocratie n'est ni un luxe, ni un slogan mais un mode de gouvernement qui a fait ses preuves. Il se trouve qu'il ne peut pas y en avoir d'autres même si la culture, l'histoire, le tempérament national et le niveau économique peuvent le façonner afin de l'adapter aux réalités d'un pays. Cependant, ce concept repose toujours sur la même base, la liberté. Il n'est pas inutile de rappeler que la liberté est innée chez l'homme, et que la démocratie demeure son œuvre. Alors, partant de ce postulat de bon sens, il est possible de réfuter l'argument brandi, surtout par des dirigeants autoritaires, qui consiste à affirmer que la démocratie n'est ni transposable ni exportable. En fait, à partir du moment où sa base est la liberté, elle existe au sein de chaque communauté et de chaque peuple. Aucun peuple n'en a le monopole, ni ne peut prétendre en avoir la paternité. Soutenir le contraire, c'est admettre l'argument fallacieux de ces dirigeants afin qu'ils puissent perpétuer un mode de gouvernance aux antipodes de la démocratie. C'est en fait nier à leur peuple le droit de jouir pleinement de la liberté car en confisquant la démocratie, on confisque aussi la liberté. En 1990, la chute du mur de Berlin a engendré la déferlante de la mondialisation, dans sa double facette économique et politique. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le libéralisme économique et politique, à la sauce américaine, a étalé ses tentacules aux quatre coins de la planète. La généralisation de l'économie de marché et de la démocratie à la fois à l'ensemble de l'ex-bloc de l'Est et aux pays de l'hémisphère sud renforce considérablement le processus de la mondialisation. Ce qui est surprenant, c'est que des pays qui hier seulement étaient récalcitrants au capitalisme et à la démocratie, sont devenus subitement les chantres de ces modèles, leur trouvant même toutes les vertus. Tant mieux. Cependant, les imposer c'est aussi une manière de stigmatiser le système politique qui leur avait tourné le dos. À ce sujet, l'expérience africaine en matière de démocratisation mérite d'être rappelée. C'est malheureusement, à la suite du discours de La Baule, en 1990, que le président français Mitterrand a dévoilé le nouveau visage de la politique africaine de la France. Oubliant son passé colonial et post-colonial coupable et responsable des dérives de sa clientèle, la France intima à des pays qu'elle soutenait contre vent et marée, et surtout peu recommandables en matière de droits de l'homme et de démocratie, de changer brutalement de système politique s'ils désiraient recevoir toujours de l'aide. La démocratisation des systèmes politiques était imposée de l'extérieur, et surtout menée à la hussarde. Sur le tas, certains pays ont effectivement entrepris et réussi des réformes et d'autres ont opté pour un ravalement de l'édifice. Ils persistent à faire perdurer les vieilles méthodes politiques grâce à une démocratie de façade. Le Congo, le Togo et le Gabon, entre autres, font partie de ce lot. Une démocratie imposée de l'extérieur à des dirigeants, surtout lorsqu'ils sont eux-mêmes les exécutants des changements attendus, ne peut que renforcer la perpétuation du système sous d'autres formes. C'est une démocratie de façade qui s'instaure. Dans ce cas, il ne faut nullement s'étonner de voir des émeutes d'une extrême violence à chaque consultation électorale. Les pays sont pratiquement au bord des guerres civiles et de l'implosion comme ce fut le cas au Togo, lors du décès du président Eyadema. À travers des cas vraiment particuliers, on tente d'expliquer que l'Afrique n'est pas encore mûre pour la démocratie. On oublie que beaucoup de pays africains ont réussi la démocratisation de leur système politique. Ce n'est pas l'Afrique qui n'est pas mûre pour la démocratie, ce sont ses dirigeants incompétents et assoiffés de pouvoir qui la combattent. En effet, il est devenu tentant de présenter la démocratie comme un système adapté aux seuls pays développés. Les représentants des pires dictatures n'ont pas d'autre argument à utiliser car il est simple et facile à faire admettre à des populations ignorantes, non formées, pauvres, vivant quotidiennement dans l'insécurité et la peur. Le problème est que ces pays risquent de voir leur sous-développement se pérenniser,
à cause d'un système politique révolu. Sans établir de lien direct entre le niveau de développement et la démocratie, il est tout de même admis que la démocratie favorise sûrement le développement. Un développement sans démocratie relève de l'utopie, alors que la démocratie va de pair avec le développement. Tous les pays qui ont fait des progrès substantiels dans la démocratisation de leur système politique ont également mieux réussi dans le domaine économique. En effet, la démocratie libère de formidables énergies qui sont fortifiantes et pour la société et pour l'économie. Un exemple pourrait étayer cette assertion. Si l'on admet que la liberté est à la base des initiatives économiques, la démocratie permet aux politiques d'exercer la régulation sous l'impulsion et le contrôle de la nation. Les institutions représentatives confortent cette liberté et surtout imposent à l'exécutif des règles démocratiques dans la gestion des affaires publiques. Le budget de la nation est discuté et adopté dans la transparence la plus totale. Le chef de l'État n'a aucun pouvoir, et surtout pas celui de décider de dépenses hors budget non conformes aux règles budgétaires. De même, le ministre n'utilise pas le budget alloué à son département comme bon lui semble. En politique étrangère, par exemple, l'exécutif est obligé de tenir compte de l'avis des représentants du peuple. Le changement de majorité au Sénat américain a poussé le président Bush à prendre en considération la nouvelle approche des démocrates dans le domaine de la politique extérieure. Lors de la libération des infirmières bulgares, un véritable débat a été déclenché en France à cause du rôle joué par l'épouse du président Sarkozy. En effet, dans une démocratie, les missions des institutions de l'État sont clairement définies et leur respect s'impose à tous. L'intrusion de la première dame de France dans la diplomatie, même sous l'habillage à la mode de l'humanitaire, a été considérée comme une entorse à la démocratie car seuls les responsables habilités à agir dans ce domaine peuvent le faire du fait qu'ils sont astreints à rendre des comptes. À qui la première dame peut-elle rendre des comptes ? D'ailleurs, l'opposition a exigé qu'elle soit entendue par le Parlement. C'est dire qu'on ne badine pas avec la démocratie. Malheureusement, les cas de démocratie de façade ne sont pas rarissimes à travers le monde. Une poignée de pays a opté ouvertement pour un système dictatorial. Beaucoup d'autres, pour différentes raisons, qui n'avaient pas d'autre choix, avaient opté pour une démocratie de façade. Les rappels à l'ordre de la part de la communauté internationale, notamment des institutions, mais aussi les revendications populaires, ont été instrumentalisés par des dirigeants dont le seul et unique objectif est de se maintenir au pouvoir. Cependant, la démocratie de façade est un système régressif et donc condamné à une mort certaine. On ne peut indéfiniment berner la communauté internationale et ses propres concitoyens. Le cas des dernières élections présidentielles au Kenya est un autre exemple à méditer. C'est cette démocratie de façade qui a été mise à nu, et le système politique kényan a perdu toute sa crédibilité. Il est condamné à évoluer vers une réelle démocratie faute de quoi ce sera l'implosion du pays et de la société. Il en est de même du Zimbabwe dont le président Mugabe s'est totalement décrédibilisé par un comportement illégal et dictatorial. À terme, une démocratie de façade n'est pas soutenable car elle perd, au fur et à mesure, de sa crédibilité et de sa consistance. Les méthodes usitées pour faire perdurer un système finissent bien par s'user et devenir des caricatures. Les dirigeants eux-mêmes n'y croient plus mais persistent à tenir le pouvoir car il est synonyme de puissance et de privilège. La cooptation des hommes n'est pas régénératrice car les mêmes méthodes et les mêmes réflexes sont reproduits sous des formes différentes. Cependant, le plus important, c'est qu'il se produit une rupture entre le peuple et le système. En effet, les peuples finissent par se lasser et se détourner de la politique. Cette césure est d'une gravité extrême, car elle peut mener à la confrontation. C'est-à-dire que le peuple descende dans la rue pour exiger le départ des équipes dirigeantes. Le cas de quelques républiques de l'ex-bloc soviétique est là pour le prouver. La Géorgie, l'Ukraine, l'Azerbaïdjan ont chassé du pouvoir des hommes accusés de corruption, d'incompétence et d'autoritarisme. Dans les autres pays confrontés au même problème, les peuples sont en éveil pour provoquer la rupture salvatrice. Tous ces pays ont connu une démocratie de façade. Les élections qu'on y a organisées ont été contestées et ont poussé les citoyens à descendre dans la rue pour les annuler.
Ce qui s'est passé au Kenya ou au Zimbabwe est aussi une révolte populaire contre la démocratie de façade. La démocratie de façade n'est pas éternelle et elle est vouée à la mort. Une mort violente si les dirigeants s'entêtent à prendre leur désir pour la réalité. Organiser des bains de foule, fabriquer des slogans à la gloire du chef, vanter à longueur d'année ses immenses qualités et surtout faire accroire que le destin d'une nation est indissociable du sien, c'est faire le lit de lendemains incertains. De père en fils, les dirigeants nord-coréens ont développé à l'extrême le culte de la personnalité, qu'on pourrait même assimiler à l'idolâtrie. Que restera-t-il de leur héritage? Un pays arriéré, un peuple affamé, des Aragas en permanence et surtout une dictature sanglante, tel est le bilan d'une dynastie qui aura marqué l'histoire de la Corée du Nord. Une dynastie au nom d'une caricature idéologique et imprégnée d'instincts militaristes. À quoi pourrait servir son arsenal nucléaire? À être utilisé contre l'autre moitié du peuple coréen qui vit en Corée du Sud? À entraîner la mort de millions de personnes, soit par la famine, soit par la rigueur de son système répressif? Pourtant, à en croire les dirigeants nord-coréens, le peuple bénéficie de la démocratie populaire et à chaque instant, la propagande tente de le convaincre que la Corée du Nord est un modèle de démocratie et les pays ennemis comme des bastions de la dictature. Les peuples ne sont pas dupes. Leur éveil politique, les progrès enregistrés dans le domaine de la formation et de l'enseignement et surtout les formidables possibilités offertes par les moyens modernes en matière de communication, sont des facteurs de rapprochement et il faut le souligner, d'uniformisation. C'est là, l'aspect le plus probant et certainement le plus prometteur de la mondialisation. La circulation des idées ne rencontre plus de frontières. De plus en plus, les hommes ont la même perception de la démocratie. Ils ont appris à séparer le bon grain de l'ivraie. Ils savent pertinemment que la démocratie de façade n'est qu'un avatar. La démocratie n'a pas de frontières. Elle n'est la propriété exclusive d'aucun pays et que par conséquent, il faut cesser de croire que c'est l'Occident qui veut l'étendre à la planète tout entière. Ce n'est pas non plus un luxe inaccessible aux pays du tiers-monde. Son instauration et son apprentissage peuvent se faire de manière rationnelle et sereine. Pour un pays sortant d'un système politique dictatorial ou autoritaire, il est clair que l'instauration de la démocratie sans l'existence d'un État de droit ne peut déboucher que sur une démocratie de façade. Le cas de quelques pays de l'ex-bloc soviétique, par exemple, confirme cette approche. En Algérie, après les événements d'octobre 1988, on a adopté en 1989 une nouvelle constitution qui reconnaît, entre autres, le multipartisme. De ce fait, du jour au lendemain, des dizaines de partis ont vu le jour grâce aux subventions de l'État. Une véritable cacophonie. Les critères pour la constitution d'un parti politique étaient délibérément flous. Des hommes sans passé politique, disons même sans passé tout court, d'illustres inconnus ont donc investi la scène politique. Des partis sans aucune base doctrinale mais seulement un catalogue de mesures incohérentes faisant figure de programme, ont été fabriqués. Mais surtout, la plupart de ces hommes, non rodés à la chose politique et donc loin d'avoir une stature politique, sont inexpérimentés et manipulables à merci. C'est avec cette base humaine que l'on voulait construire une classe politique. Or, c'est la classe politique qui reflète la démocratie. La fin du parti unique n'a pas débouché sur ce qu'attendaient les Algériens. Une démocratie et une classe politique. On a récolté une démocratie de façade animée par une classe politique créée de toutes pièces. Il ne faut donc pas s'étonner que le verdict des élections législatives de 2007 tomba comme un coup près, un taux d'abstention historique. Il n'y a pas plusieurs manières d'interpréter cette sentence populaire. En plus du désaveu à l'égard de la classe politique, dans son ensemble, elle est aussi un signal clair au système politique pour faire sa mue. C'est un double message qui ne souffre aucune ambiguïté. L'Algérie a atteint un degré de maturité qui rend inévitable un changement majeur et surtout qualitatif dans la sphère politique et économique. Les mutations, tant nationales qu'internationales, ont provoqué certes des transformations positives au niveau de la société, de l'économie et de l'État, mais aussi des traumatismes qu'on ne saurait occulter. La démocratie sans la consolidation de l'État de droit et l'assimilation de l'économie de marché à un bazar ne sont pas des épiphénomènes mais bien des dérèglements gravissimes à tous les niveaux.
Revenir à la normale, c'est admettre la réalité en mettant fin aux faux fuyants, à la fuite en avant, à la démagogie et au populisme d'une autre époque. Cette manière de faire la politique est devenue tout simplement de nos jours une caricature blessante pour un peuple qui a pris les armes pour se libérer du colonialisme incarné par une puissance mondiale. Il faut restaurer et respecter les normes universellement admises concernant la démocratie et l'économie de marché. La démocratie et l'économie s'appuient sur un état de droit. L'Algérie ne peut vaincre efficacement et irréversiblement le sous-développement qu'en construisant une véritable démocratie avec comme soubassement un état de droit puissant, moderne et à l'écoute des citoyens. Un pays, quel qu'il soit, ne se développera jamais à l'abri de l'autoritarisme. Ce n'est qu'un leurre. D'ailleurs, il n'existe pratiquement pas d'exemple de ce genre, c'est-à-dire une dictature coexistant avec une économie moderne et développée. Les pays de l'ex-bloc soviétique n'ont jamais réussi une telle synthèse. La preuve, quand le bloc implosa, ce sont des pays pauvres qui ont été obligés d'appliquer des politiques drastiques pour réussir la transition, c'est-à-dire passer de l'économie dirigée à une économie de marché. Cependant, si leurs économies étaient pauvres, leur peuple était assoiffé de démocratie car ils savaient parfaitement ce qu'ils attendaient d'elle. En fait, ce dont souffraient ces peuples, c'était moins le degré de développement économique qui affecta considérablement leurs conditions de vie, que l'absence de démocratie. D'ailleurs, quand ils se soulevaient, ce n'était pas pour revendiquer plus de confort et de nourriture mais plus de liberté et de démocratie. L'on comprend par conséquent pourquoi dès la chute du mur de Berlin, les changements de régime politique furent rapides et sans effusion de sang. Les quelques cas de résistance des turiféraires du socialisme décadent ont été incapables de changer le cours de l'histoire. Et le cas de la Russie de Poutine, pourrait-on rétorquer? Certes, la Russie n'est certainement pas un modèle de démocratie mais après l'effondrement de l'URSS, ce n'est plus le même pays. Les libertés ne sont pas totales puisque des journalistes, par exemple, sont soit emprisonnés, soit tués. Cependant, les opposants peuvent toujours manifester sans être abattus, ce qui était inimaginable du temps du communisme. Mais la Russie est encore fragile sur le plan intérieur. Elle hésite à ouvrir entièrement la boîte de Pandore, car son expérience récente n'est guère encourageante. La disparition de l'URSS a provoqué le dépaissement du pays, et les velléités irrédentistes n'ont pas entièrement disparu. La politique de transition imposée par l'Occident en général, et les institutions de Bretton Woods en particulier, ont produit des effets pervers. En lieu et place de l'économie de marché, elle récolta l'une des mafias les plus dangereuses au monde. Cette mafia, résultat d'une insupportable corruption à tous les échelons, a gangréné le pays et provoqué sa régression sur le plan économique et affecté très sérieusement sa position sur le plan international. Le professeur Stiglitz a consacré plusieurs chapitres de son ouvrage « La grande désillusion à la Russie ». Dans un passage, il note « Avec la chute du mur de Berlin fin 1989, a commencé l'une des plus importantes transitions économiques de tous les temps. C'est le second coup d'audace du siècle en matière économique et sociale. En Russie comme en Europe de l'Est et du Sud-Est, la seconde transition est loin d'être achevée. Mais une chose est claire. Elle a donné en Russie des résultats très inférieurs à ce que les partisans de l'économie de marché avaient promis ou espéré. Pour la majorité des habitants de l'ex-Union soviétique, la vie économique sous le capitalisme a été encore pire que les anciens dirigeants communistes ne l'avaient prédit. L'avenir est sombre. La classe moyenne a été décimée, un capitalisme des copains et des mafieux a été créé, et le seul succès, l'instauration d'une démocratie porteuse de précieuses libertés dont une presse libre, paraît au mieux fragile, à l'heure où les anciennes chaînes de télévision indépendantes sont fermées l'une après l'autre. Si des Russes portent une très lourde responsabilité dans ce qui s'est passé, les conseillers occidentaux, en particulier ceux des États-Unis et du FMI, si vite accourus pour prêcher l'évangile de l'économie de marché, ne sont pas non plus sans reproche. Au strict minimum, ils ont apporté leur soutien à ceux qui ont emmené la Russie et beaucoup d'autres économies sur les chemins qu'elles ont suivis, en préconisant de substituer une nouvelle religion, le fanatisme du marché, à l'ancienne, le marxisme, qui s'était révélée si déficiente. Page 181. Ce passage met en exergue les véritables intentions des Occidentaux.
En fait, l'affaiblissement économique, en particulier de la Russie, était un objectif stratégique car les véritables enjeux de cette approche sont planétaires. L'on comprend dès lors pourquoi le président Poutine dérangeait tant l'Occident. Son objectif de restaurer la puissance de la Russie n'était pas accepté de gaieté de cœur. Tout en instaurant la démocratie par doses homéopathiques, le pouvoir russe, et notamment depuis l'avènement du président Poutine, fait face à deux défis majeurs. D'abord, il est vital d'assurer la stabilité et la sécurité sur le plan intérieur, pour faire redémarrer une économie moribonde et loin des critères de la mondialisation. Ensuite, la Russie se sent toujours assiégée, voire menacée, pâte l'Occident avec à sa tête les États-Unis. Ses ex-satellites ont par miracle tous intégré l'Union européenne et certains l'OTAN. Les États-Unis ont même renoncé à des accords bilatéraux sur le désarmement, en installant en Pologne et en République tchèque un bouclier antimissile soi-disant pour se protéger de l'Iran mais plutôt dirigé vers la Russie. Ce regain de tension est en train de recréer les conditions de la guerre froide. L'on devine par conséquent toute la prudence de la Russie. Les lenteurs du processus de démocratisation de la Russie incombent à la stratégie des Occidentaux dont la finalité est, il faut le souligner, de la réduire au rang de puissance moyenne. Malgré cette situation, il serait ridicule, voire même irrationnel, de considérer que la Russie n'a pas changé. On ne peut tout de même pas condamner ses dirigeants de vouloir sauver leur pays ou de contrer la stratégie de l'Occident. À l'instar de la Chine, la Russie est en train d'évoluer vers la démocratie et l'état de droit, à son rythme et de manière stratégique. La décision de Poutine de ne pas briguer un autre mandat conformément à la Constitution est, qu'on le veuille ou non, une preuve tangible que quelque chose de fondamental a changé dans le paysage politique du pays. Il aurait pu susciter des manifestations populaires de soutien, son parti a remporté les élections législatives, des allégeances de toutes sortes et même des soutiens à l'extérieur. Il ne manque pas de partisans pour réviser la Constitution et briguer un autre mandat. Avait-il peur? De qui et de quoi? La communauté internationale n'aurait aucun droit de s'ingérer dans les affaires intérieures d'un pays souverain. Aucune puissance au monde ne peut exiger d'un pays de ne pas changer ou de réviser sa constitution. L'on peut même avancer que dans le fond, les Occidentaux sont bien heureux d'avoir en face d'eux un pays bien tenu, d'autant plus qu'il est la deuxième puissance nucléaire au monde. La seule qui pourrait rivaliser avec celle des États-Unis. En respectant la constitution de son pays, Poutine a tout simplement respecté son peuple. Certes, on lui a prêté des intentions de mettre à la tête de l'État un homme très proche de lui. Et alors? De Gaulle a bien préparé la voie royale menant à la présidence à son plus proche collaborateur, en l'occurrence Georges Pompidou. Il est clair que la Russie ne s'est pas encore dégagée de l'engrenage de la démocratie de façade, mais des signes précurseurs montrent qu'elle n'est plus à l'aise dans ce cas de figure. En outre, elle est consciente que la grandeur de son peuple imposera un jour ou l'autre un système plus démocratique. C'est inévitable car c'est aussi le prix à payer pour qu'elle puisse maintenir son rang de puissance mondiale. Son expérience socialiste lui dicte d'éviter les erreurs fatales du passé. La puissance se construit et se consolide sur deux socles, l'économie et la démocratie. La démocratie est le meilleur système pour la gestion des affaires publiques. Il n'est peut-être pas parfait mais une chose est sûre, c'est qu'il n'a pas de substitut. Il a donc cette caractéristique d'être perfectible, car la démocratie est en osmose avec le citoyen. Ce n'est pas un système figé ou régressif. S'il est régressif, cesser ne peut être que le fait du pouvoir politique. Après tout, l'on a vu des pays faire un pas en avant et deux pas en arrière en démocratie. Mais la tendance générale, voire même naturelle, est que la démocratie est irréversible. Quand elle s'installe, elle se consolide et finit par devenir un bien national inaliénable, c'est-à-dire l'affaire de tous. Les citoyens ne toléreront ni restrictions, ni dérives et encore moins des violations de leurs droits démocratiques. L'exemple des pays démocratiques en est la preuve irréfutable. Aucun pouvoir politique en Europe par exemple, ne s'aventurerait à dépasser les lignes rouges car il signerait tout simplement son arrêt de mort. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Dans ces pays, les citoyens ont conquis grâce à leur lutte la démocratie,
Elle ne leur a pas été octroyée, ils l'ont arrachée tout au long d'un long combat émaillé de souffrances et de sacrifices. Luxe aussi, ils ont eu leur martyre de la liberté et de la démocratie. La défense ou la préservation des acquis démocratiques devient ainsi l'affaire commune du citoyen et du pouvoir. Celui-ci n'est que l'émanation de la volonté populaire. Dans un État de droit, toutes les institutions contribuent à la préservation et au respect de la démocratie. La séparation des pouvoirs et les droits de l'homme sont strictement consacrés par la Constitution. Ils sont même sacrés et aucune force ne peut les mettre en cause. On n'imagine pas de restreindre le champ démocratique en changeant ou en amendant la Constitution. C'est tout simplement impensable. Bien au contraire, la tendance est au renforcement et à la promotion des droits de l'homme et de la démocratie. En France, par exemple, des personnalités, toutes tendances confondues, ont signé une pétition dénonçant le pouvoir personnel et les dérives monarchiques du président Sarkozy. Cette pétition a déclenché un débat inattendu sur le pouvoir. Un peuple éduqué et conscient des enjeux est le plus sûr barrage aux atteintes à la démocratie. L'ex-président du Nigeria, Obasanjo, a tenté de réviser la Constitution pour briguer un autre mandat. Cette fois-ci, l'opposition est venue du Parlement, relayée par l'opinion publique. L'on constate que dans beaucoup de pays dans le monde, notamment en Europe de l'Est, en Asie et en Afrique, les citoyens n'hésitent pas à sortir dans la rue pour réclamer plus de liberté et de démocratie. Encadrés par des partis politiques, ils défient des pouvoirs en place puissants et peu tendres avec les droits de l'homme et la démocratie. Souvenons-nous comment les citoyens de Géorgie ont chassé le président Shevardnadze, un recyclé du sérail politique de l'ex-URSS. Partout, les régimes autoritaires et corrompus reculent sous la pression de la rue et cèdent, malgré eux, de plus en plus d'espace de liberté et de démocratie. Lorsque les citoyens ont la possibilité de s'exprimer, ils exigent tout simplement plus de droits démocratiques. Il faut reconnaître, néanmoins, que la chute du mur de Berlin est un tournant décisif de l'histoire contemporaine de l'humanité. Le nouvel ordre mondial en gestation, avec bien entendu ses contraintes et ses aspects positifs, repose sur l'affirmation de la démocratie partout où elle présente un déficit ostentatoire. C'est ainsi que les pays présentant un solde négatif en matière de droits de l'homme et de démocratie sont interpellés, malmenés, voire même menacés de sanctions s'ils persistaient dans cette voie. Les ONG font du forcing. Les institutions internationales en général, et celles de Bretton Woods en particulier, sont impliquées dans la défense et la promotion des droits de l'homme et de la démocratie. Le FMI et la Banque mondiale ont même affiné leur conditionnalité en y ajoutant le concept de bonne gouvernance, dans sa double facette économique et politique. Il faut dire que ces pressions, même si elles n'ont pas permis l'instauration partout dans le monde d'une véritable démocratie, ont tout de même réussi à imposer une démocratie de façade. L'on peut soutenir qu'à l'exception d'une poignée de pays réellement dictatoriaux, tous les pays sont soit réellement démocratiques, soit dans une position de démocratie de façade. C'est un signe encourageant, car cette situation démocratie de façade n'est pas éternelle et doit disparaître avec les mutations nationales. Les cas du Kenya et du Zimbabwe sont de bons exemples, puisqu'à la faveur des élections présidentielles, les citoyens sont descendus dans la rue pour contester la mascarade démocratique. Plus rien ne sera comme avant dans ces pays. D'aucuns pourraient rétorquer, à juste titre d'ailleurs, que les démocraties occidentales ne sont pas le meilleur exemple en matière de démocratie. À leur sujet, le professeur Duverger a trouvé la formule idoine qu'il faut leur appliquer, démocratie à l'intérieur, fascisme à l'extérieur. Formule imparable qu'il faut néanmoins nuancer, car la réalité est plus complexe. C'est vrai que la plupart de ces puissances ont eu un passé colonial indéfendable sur tous les plans. Elles ont dominé, exterminé, exploité et mené des guerres atroces contre tous les mouvements de libération qui s'exprimaient. Le cas de l'Algérie est, à cet égard, éloquent. Durant 132 années, le colonialisme français a violé les règles les plus élémentaires des droits du peuple algérien. En fait, il lui nia tout droit puisqu'il l'a rétrogradé dans l'échelle même des valeurs humaines. C'était un citoyen de seconde zone, dépouillé de tous les droits, sauf celui d'accepter sa condition de colonisé. Cette double facette de la France, démocratique à l'intérieur de ses frontières métropolitaines et fasciste dans la gestion de ses colonies,
n'est guère surprenante et pourrait même, aussi paradoxal que cela puisse paraître, confirmer qu'en fin de compte, la démocratie finira toujours par triompher. En effet, il ne faut pas occulter le rôle de l'opinion publique, des médias et d'une partie de la classe politique qui soutenait ouvertement le droit de l'Algérie à l'autodétermination. Cette opposition à la France coloniale n'aurait pas été possible s'il y avait un régime autoritaire et donc antidémocratique. Grâce à la démocratie, les citoyens français affichaient une autre vision opposée à celle du pouvoir politique. Bien plus, il y avait même des citoyens français qui soutenaient directement le mouvement national algérien, à l'instar des porteurs de valises qui agissaient dans la clandestinité en faveur du FLN. Dans une démocratie, l'opinion publique peut infléchir de manière décisive la politique du gouvernement qui ne peut la contrecarrer que par des moyens pacifiques, c'est-à-dire par un débat au Parlement ou par une consultation référendaire. Les États-Unis agissent à l'extérieur de leurs frontières avec une violence qui frise la barbarie. Le Japon, pays qui a subi la première attaque nucléaire de l'histoire de l'humanité, le Vietnam, l'Afghanistan, les 2 guerres d'Irak, l'embargo imposé à ce pays dans le cadre de la formule « pétrole contre nourriture » est tout simplement inhumain et encore la liste est loin d'être exhaustive des victimes des États-Unis. De même, c'est proprement surréaliste ces scènes où l'on voit des avions bombarder des civils, suivis juste après par d'autres avions larguant des tonnes de tracts de pure propagande appelant les citoyens à comprendre et à soutenir la politique des États-Unis. Il faut également citer les menaces qui pèsent sur les autres pays, Iran, Syrie, Soudan. Les États-Unis se caractérisent par un unilatéralisme débridé et dangereux à l'extérieur, et par une démocratie exemplaire, à l'intérieur. C'est le pays qui a chassé Nixon. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.